Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 2 avril. L'implosion de la barre Montmousseau aux Minguettes. Des contrôles sur les quais, mais rien n'y fait, toujours autant de monde. Et pourtant, ce jeudi 1er avril a été marqué à Lyon par une explosion du nombre de nouveaux patients, avec un total de 125 admissions, dont 42 en réanimation ces dernières 24 heures. La vaccination, des créneaux encore disponibles au Groupama Stadium pour dimanche et lundi. Notre invité dans cette édition, Alain Mérieux, le patron de l'Institut Mérieux, pour avoir son sentiment quant à la crise sanitaire actuelle. Et puis l'idée solidaire de deux Lyonnaises qui ont développé une plateforme devenue nationale pour venir en aide aux étudiantes et étudiants. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La barre Montmousseau aux Minguettes entièrement détruite pour laisser place à de nouveaux logements. Implosion ce matin à 10h30. Le quartier a été bouclé à partir de 6h30 pour une explosion de 5 secondes. Transport en commun interrompu, survol aérien interdit et surtout 900 personnes évacuées dans 4 gymnases du secteur. La barre Montmousseau va laisser place à de nouveaux logements construits dans le cadre de la rénovation urbaine. L'opération de renouvellement s'appelle Marché Montmousseau-Balme. Des policiers nationaux et municipaux ont effectué des contrôles pour limiter les rassemblements, mais rien n'y fait. Toujours autant de monde sur les quais. 49 verbalisations ont été dressées sur les quais du Rhône et de Saône pour des rassemblements à plus de 6, non-port du masque ou non-respect du couvre-feu. Ce jeudi 1er avril a été marqué à Lyon par une explosion du nombre de nouveaux patients, avec un total de 125 admissions, dont 42 en réanimation ces dernières 24 heures. Il faut remonter au pic de la deuxième vague mi-novembre pour trouver des chiffres aussi élevés dans le Rhône. 992 patients au total sont hospitalisés dans le département, dont 208 en réanimation. Après 18 décès, le nombre de patients Covid+ décédés à l'hôpital s'élève à 2659 depuis le 1er mars dans le département du Rhône. La souche historique du SARS-CoV-2 dans le département représente désormais seulement 4,3% des contaminations contre 84,4% pour le variant. Lyon demain, la radio sans pub. La vaccination, des créneaux encore disponibles au Groupama Stadium pour dimanche et lundi. Une opération coup de poing est menée ce week-end au stade de l'OL. La capacité du centre de vaccination de Gerland a aussi été augmentée. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, doit s'y rendre aujourd'hui. Les déplacements sont limités à 10 km autour du domicile, sauf motif impérieux. Le gouvernement admet tout de même une tolérance ce week-end afin de permettre aux personnes de se rendre dans un autre département pour les prochaines semaines, durant lesquelles les établissements scolaires sont fermés. Autre mesure, la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite ces prochaines semaines afin de prévenir tout rassemblement et tenter de limiter la circulation de l'épidémie de coronavirus. Après la pose de la première pierre d'un futur laboratoire à Casablanca mercredi, Alain Mérieux était de retour à Lyon hier pour sceller un accord entre la Cato et l'entreprise des possibles qu'il préside. Il s'agit de mettre en place des synergies entre le monde économique, social et institutionnel pour sortir les gens de la rue. Léo Ballery a profité de sa rencontre avec Alain Mérieux à Lucly pour avoir son sentiment quant à la crise sanitaire actuelle. Cette pandémie, elle est un phénomène pour moi assez évident elle arriverait un jour. Je ne savais pas qu'elle allait être si violente et si difficile à gérer, mais elle nous apprend que si on réagit de façon égoïste, on ne peut plus. C'est planétaire et on se rendra peut-être compte que lorsqu'on protège l'Afrique, on ne fait pas que du bénévolat, on se protège soi-même. Parce qu'aujourd'hui, tout est mondialiste. Les échanges sont devenus. Dans une société, rendez-vous compte que quand je suis né, nous étions 2 milliards d'habitants. Vous êtes aujourd'hui plus de 8 milliards. Que cette société qui était rurale est devenue urbaine. Et quand je parle d'urbanisation, je parle des pays où je vais, ce sont des bidonvilles, un peu partout. C'est une société, je dirais, où la forêt disparaît, déforestation très forte dans les pays où je suis, ce qui amène une perturbation de la faune et de la flore, et qui amène les résurgences des maladies infectieuses. Quand le biotope est déstabilisé, tout peut arriver. Vous avez aujourd'hui des pathologies nouvelles. Regardez depuis le sida, ce qui s'est passé, le Zika, le chikungunya, l'Ebola, le Covid, et il y en a d'autres qui se préparent. Donc on est dans un monde où on a voulu ouvrir les frontières, ce qui est très bien, on a voulu globaliser, mais il y a des effets secondaires. On ne peut plus raisonner la France toute seule ou l'Europe toute seule. Votre génération va être confrontée à un monde qui va être très complexe, très difficile à gérer, et vous avez en plus des évolutions politiques
vous voyez qu'une partie du monde n'est plus démocratique. Vous avez un monde qui n'est pas facile derrière vous à gérer. Parfois, rien n'est jamais perdu, il faut se battre. Et il faut se battre intelligemment, à la fois pour prendre des bonnes options, et puis ne pas oublier que, en tout cas en France, si on laisse tomber les autres, on aura des réactions. Notre pays a été quand même, depuis des générations, formé à ne pas accepter cela, donc il y aura des réactions violentes. On a eu les gilets jaunes, on aura d'autres. Par rapport à cette crise sanitaire, vous êtes justement assez proche du milieu médical. Est-ce que vous pouvez juste nous dire un petit mot sur un peu cette gestion ? On a un virus nouveau. Les variants sont une cause d'inquiétude forte. Et on s'est rendu compte, ce qui pour moi n'est pas une surprise étant donné ma vie antérieure, qu'il y a 2 boucliers contre cette... il y en a 2, il n'y en a pas 3. Il y a les gestes barrières que vous avez, vos masques et tout, mais c'est soit le confinement brutal pour arrêter, soit la vaccination de masse. Et la vaccination de masse, c'est déjà miraculeux qu'on était capable de mettre en moins d'1 an des vaccins nouveaux qui sont apparus, ce qui en parenthèse a montré également la rupture technologique avec les vaccins ARN messagers, qui sont une source, je dirais, d'espérance. Et puis, le besoin, à côté de cela, d'avoir une approche également, le virus étant planétaire, il faut une approche planétaire. C'est-à-dire qu'on ne réglera le problème de cette émergence virale que par une action mondiale. Tant que vous avez, l'expérience que nous avons eue, nous, dans la polio, par exemple, où nous nous sommes battus, tant qu'il y a eu des poches de polio, la polio n'a pas été éradiquée. Et puis il restera toujours des... Donc la riposte médicale et scientifique va être une riposte planétaire. Il faudra vacciner l'ensemble de la population mondiale et également sans doute, avec le problème des variants, avoir des injections de rappel intégrant ces variants. Un peu comme la grippe, vous avez des souches qui changent chaque année. Je pense qu'on aura une approche assez nouvelle. L'avenir va sûrement nous présenter de nouvelles pandémies. Comment se prémunir de tout ça ? Bien, vous voyez, hier j'étais au Maroc avec un laboratoire qui va être, comme beaucoup d'autres, capable de travailler sur des germes pathogènes en protégeant le personnel. C'est l'avenir. Il faut avoir des centres de dépistage mondiaux, bien coordonnés entre eux, et derrière des capacités de réaction, soit par la thérapeutique, soit plutôt, à ce que je crois beaucoup, la vaccination, mais ce qui va demander une approche tout à fait également nouvelle. Je ne pense pas que le vaccin, il faudra qu'il soit à la fois dans une économie libérale, mais également dans une économie beaucoup plus altruiste et partagée. C'est un équilibre à faire. Il faut garder la force de l'entreprise et de la créativité, mais également savoir la partager intelligemment. C'est un monde nouveau, il faudra automatiquement avoir des réponses nouvelles. Mais c'est intéressant, vous aurez le temps de les voir, mais vous n'allez pas vous ennuyer. Alain Mérieux, au micro de Léo Ballery. Saint-Cyr Entraide aide les familles démunies en distribuant chaque vendredi après-midi dans la salle François Raymond des denrées alimentaires et des vêtements. Le stock saisi par les gendarmes le 20 mars a été offert à cette association caritative de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. On se souvient que les gendarmes de la brigade de Limonest étaient intervenus dans un complexe hôtelier du Mont-Cindre loué à une association privée afin de mettre un terme à l'organisation d'une fête qui devait durer 2 jours. 120 convives étaient attendus. Les organisateurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont reconnu les faits et devront s'expliquer devant la justice. Lyon demain, média agitateur d'idées. L'idée solidaire de 2 Lyonnaises, Anne Vuattier et Marion Delisi-Galzi, ont développé depuis Lyon une plateforme devenue nationale pour venir en aide aux étudiantes et étudiants. Bonjour Marion Delisi-Galzi. Bonjour. Un cabas pour un étudiant. Expliquez-nous un petit peu quelle est la genèse de ce projet que vous avez lancé en février. Avec mon amie Anne Vuattier à Lyon, on était nombreux à être bouleversés bien évidemment parce que ce qu'on voyait notamment dans les médias, mais pas que concernant les étudiants et les difficultés qu'ils traversaient. Et on se demandait comment les aider. On se disait qu'autour de nous, il y avait probablement plein d'étudiants qui habitaient. On ne savait pas comment les identifier pour pouvoir les aider. Et donc, on s'est dit que on n'était également pas les seuls à se poser cette question et à avoir cette envie d'aider. Du coup, on a eu l'idée de créer une plateforme, donc un site web sur lequel on s'inscrit tout simplement en tant que famille voulant aider, ce qu'on appelle nous les parrains, et en tant qu'étudiants ayant besoin d'aide, ce qu'on appelle les filleuls. Du coup, on met en lien finalement pour une solidarité de proximité des parrains, donc des familles et des étudiants sur un même quartier, donc via le code postal de l'arrondissement ou de la commune en fonction des villes. Oui, parce qu'on est un peu désemparé par rapport à cette crise que traversent les étudiants. Vous, donc, c'est un moyen concret d'agir. Il s'agit de mettre en relation, on le rappelle, un étudiant et une famille. On a voulu remettre en lumière la possibilité d'avoir cette solidarité de proximité. Elle a toujours existé.
créée, on l'a pas inventée. Elle s'était probablement un peu effilochée ces dernières années et encore plus avec la crise du Covid, due effectivement à l'isolement qu'on vit tous avec les confinements successifs. Encore plus pour les étudiants qui, eux, sont principalement en distanciel, donc enfermés dans leur studio, appartement, colocation. Puis voilà, puis on avait plein de gens autour de nous qui se disaient mais comment est-ce que je peux aider ? Et voilà, on a voulu remettre ça au goût du jour et faire redescendre un peu les gens dans la rue, entre guillemets, et les faire se re-rencontrer, en one-to-one, évidemment, pas en grand groupe, puisque c'est le principe, donc, une famille, enfin, ou un citoyen, c'est pas forcément des familles, parfois ce sont des couples ou même des gens seuls qui parrainent des étudiants, mais en tout cas, se les faire rencontrer, alors, bien évidemment, dans le respect des gestes barrières, on ne le répète jamais assez, ils se rencontrent, finalement, on les fait se connaître, se rencontrer par ce biais-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce cabas ? L'urgence, elle est principalement, et elle va l'être encore pendant un moment probablement, à cause notamment de la perte des petits jobs étudiants qui leur servent à vraiment boucler leur fin de mois et plus que ça. Elle est évidemment alimentaire, mais pas que, de l'ordre des courses, tout ce qu'on peut mettre dans un cabas, qu'on va acheter au marché ou dans un supermarché. Donc évidemment des aliments, évidemment des produits anti-Covid, le gel hydroalcoolique, les masques qui coûtent très cher et qui peuvent vraiment gréver un budget, évidemment les produits d'hygiène, mais finalement ce cabas c'est un symbole. Il y a ce qu'on a imaginé mettre dedans avec Anne dès le départ, notamment du lien, puisque finalement, ce qu'on permet de créer avec ce parrainage, c'est d'abord un lien social qui est fort, qui s'installe. On a de nombreux témoignages tous les jours à ce sujet-là, aussi bien de parrains que de filleuls, mais on a aussi plein de parrains qui ont été très créatifs. On a des parrains qui ont offert par exemple un billet de train à leur filleule pour lui permettre d'aller voir sa famille qu'il n'avait pas pu voir depuis très longtemps parce qu'il fallait choisir entre manger et prendre un billet de TER. On a des parrains qui ont proposé un stage, un petit job étudiant, des tickets de bus, il se met des invitations à déjeuner, des balades à la campagne. En fait, il se crée plein de choses et il se crée surtout et avant tout du lien social au-delà même des courses qu'on met dans le cabas. Et c'était l'idée qu'on avait, mais les parrains sont même encore plus créatifs que nous, donc ça c'est absolument formidable. Comment se déroule la mise en contact ? Parce qu'il faut quand même que ce soit un contact de proximité, on va pas forcément aller aider un étudiant de Villefranche ou de Vienne quand on est à Lyon. Absolument. Nous privilégions, et on le répète régulièrement sur les réseaux sociaux quand on a ces questions-là, la proximité géographique. L'initiative, elle est née sur Lyon, mais aujourd'hui, elle est étendue sur toute la France, d'accord ? Puisque la semaine dernière, on a ouvert la plateforme à toute la France. On avait beaucoup de demandes d'autres villes, aussi bien d'étudiants que de familles qui souhaitaient aider. Donc, sur une métropole comme celle de Lyon, on a des arrondissements, il y a des communes. Évidemment, entre par exemple le 3e et le 7e, on va pouvoir faire matcher une famille et un étudiant, d'accord ? Parce qu'on peut être à quelques rues d'écart. Sur d'autres communes qui peuvent être un peu plus étendues, on essaye de rester quand même sur une proximité qui va être de l'ordre de 1, 2, 3. On va aller peut-être parfois jusqu'à 8 km sur certaines villes de France, mais ça n'ira jamais beaucoup plus loin. Il faut que les étudiants puissent éventuellement se déplacer en transport en commun et il faut que les familles n'aient pas non plus 20 km à faire. L'objectif, c'est aussi de se croiser dans le quartier. L'objectif, c'est éventuellement d'aller faire le marché ensemble. C'est vrai que parfois, on a des parrains qui nous disent « mais moi, je peux me déplacer ». Oui, mais c'est pas le concept. La famille s'inscrit, remplit le formulaire. Il y a donc naturellement son adresse et son code postal. Les filleuls font de même. Nous n'échangeons aucune adresse, ni avec les parrains, ni avec les filleuls. On ne donne aux parrains, une fois qu'on fait matcher les deux par code postal, que le numéro de téléphone et l'email de l'étudiant. Et le parrain, c'est lui qui fait le premier pas. Certains téléphonent, certains envoient un mail, certains envoient un SMS en fonction du fonctionnement de chacun, de sa timidité. Chacun trouve son mode de fonctionnement. Ce qu'on demande, c'est aux parrains de ne pas attendre plus de 2 ou 3 jours pour contacter le filleul une fois qu'ils ont reçu les informations. Et on demande également aux filleuls d'être réactifs dans la mesure de leur emploi du temps pour répondre à leurs parrains. Pour conclure, Marion, la précarité des étudiants, elle s'est un peu révélée avec cette crise. Vous êtes d'accord qu'il faut agir maintenant au niveau des pouvoirs publics, mais est-ce que vous aussi, vous comptez, à travers cette action, que cette action ne soit pas uniquement liée à la pandémie, mais qu'elle soit ensuite plus pérenne ? Absolument. Il y avait un étudiant sur 5 qui vivait déjà en dessous du seuil de pauvreté avant la pandémie. Il est évident que non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais ça s'est même aggravé. Au-delà de ça, nous, on veut s'inscrire dans la durée avec cette plateforme. On souhaite que le parrainage, si les parrains en ont envie, et c'est le cas de beaucoup, ça s'inscrive dans la durée parce que cette relation, au-delà du cabas de course, comme je vous le disais, elle va permettre de s'installer des relations humaines. D'accord ?
encore du lien, ce lien qui nous manque tant à tous depuis plus d'1 an. Et donc, on a vraiment la volonté de s'inscrire dans la durée, toujours pour accompagner les étudiants qui ont vraiment un besoin d'un coup de pouce au niveau de leurs difficultés financières, avec des cabas offerts régulièrement, mais pas que. Et puis dans ce cabas, aujourd'hui on met un certain nombre de choses, demain on pourra en mettre plein d'autres. Donc oui, on souhaite vraiment s'inscrire dans la durée avec cette plateforme de parrainage. Merci Marion, on rappelle simplement le site internet uncabappouranétudiant.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je précise que c'est avec le chiffre 1 à chaque fois pour ne pas se tromper. Merci beaucoup et merci à vos auditeurs. Au revoir. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. À l'Olympique lyonnais, Ben Lamry et Aouar absents contre Lens. Rudy Garcia annonce leur forfait. 10 cas de Covid désormais à l'OL féminin. 4 nouveaux cas, dont celui du coach Jean-Luc Vasseur, sont venus s'ajouter hier à la longue liste des joueuses et membres du staff testés positifs au Covid. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour une prochaine édition. En attendant, restez prudents.